Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Santé Mag. Alors trop longtemps reléguée aux simples soucis esthétiques, la santé bucco-dentaire s'impose aujourd'hui comme un indicateur clé de notre bien-être général. Souvent sous-estimée, la santé de nos dents, la santé de notre bouche constitue pourtant notre première ligne de défense contre les infections et peut révéler beaucoup sur notre état général. Alors comment une bonne hygiène bucco-dentaire influence-t-elle l'ensemble de notre corps et comment justement éviter que des problèmes dentaires n'aient des répercussions sur notre santé globale? Comment faire de la prévention une priorité dès le plus jeune âge? On en parle aujourd'hui avec nos invités et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir professeur Latafi Rachid, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes chef de service pathologie et chirurgie buccale au CHU de Bni Messous, bienvenue à vous. Merci beaucoup, tout à fait. Avec nous aussi, Dr Ait Iften Louisa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes maître assistante en pathologie et chirurgie buccale au CHU de Nimsous aussi. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Et avec nous, Dr Boubzoul Ahmel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin dentiste spécialiste en orthopédie dentofaciale et orthodontiste. Bonsoir et bienvenue, bien sûr, à vous aussi. Merci pour l'invitation. Alors, on parle de la bouche. Aujourd'hui, on parle de notre cavité buccale, du soin qu'il faut apporter justement à cette bouche. Alors la bouche et les dents sont la porte d'entrée de nombreuses infections et maladies dans notre corps. Comment des infections buccales négligées peuvent-elles atteindre nos organes vitaux, professeur Latafi? Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Tout à fait. La cavité buccale, si vous voulez, c'est un peu l'état de santé de la personne. C'est à travers la bouche qu'on a pas mal d'idées, pas mal de renseignements, pas mal d'informations. N'oubliez pas surtout que la cavité buccale participe au sourire de la personne. Oui. Donc, à travers le sourire, vous avez une idée sur l'ensemble des répercussions qui peuvent être présentes au niveau de la cavité buccale. Vous avez bien posé la question, comment ces maladies à distance de la bouche peuvent être, certains organes peuvent être atteints. N'oubliez pas que la cavité buccale, c'est un peu l'entrée de l'organisme. Oui. Et c'est au niveau de la cavité buccale que vous avez la mastication, la respiration, la déglutition, la phonation et bien d'autres. Oui. Et au niveau de la cavité buccale, vous avez des germes, des microbes. Des germes qui ne sont pas pathogènes, qui existent à l'état naturel de la chose. Tout un microbiote. Tout à fait. Voilà, vous avez bien dit le mot, le microbiote, le fameux microbiote. Mais à un moment donné, quand vous avez une pathologie à distance qui est atteinte, par exemple, un cœur légèrement malade, vous avez l'endocarde qui est très légèrement affecté, c'est à travers la cavité buccale qu'ils vont passer dans la circulation sanguine pour atteindre le cœur. Et d'où l'importance de cette hygiène bucco-dentaire et d'où l'importance de cette remise en état de la cavité buccale et d'où l'importance d'une étroite collaboration entre le médecin dentiste, qu'il soit généraliste ou spécialiste, et le médecin traitant. Oui. Voilà. C'est très important et justement cette hygiène bucco-dentaire, cette éducation doit se faire et dès le plus jeune âge, à quel âge doit-on justement commencer à éduquer nos enfants concernant l'hygiène bucco-dentaire, docteur Iften? Pardon. Alors, l'éruption des dents, l'apparition des dents sur l'arcade commence dès le jeune âge. C'est aux alentours de 6 mois qu'apparaît la première incisive centrale mandibulaire. Ensuite viendront les autres groupes des dents de lait, à savoir les canines et les molaires. Il faut savoir que ces dents de lait ressemblent aux dents définitives, mais elles sont plus petites. Et concernant les dents de lait, la chambre pulpaire à l'intérieur, elle est plus grande que les dents définitives. Pour cela, le processus carieux est plus rapide, on va dire. Plus rapide qui concerne les dents de lait, évolue plus rapidement qu'au niveau des dents permanentes. C'est pour ça qu'il faut une attention particulière à l'hygiène des enfants dès le plus bas âge. Donc l'hygiène, elle commence dès l'apparition ou même avant. L'hygiène buccale commence même avant l'apparition des dents lactéales, on va dire de 6 mois jusqu'à 18 mois, c'est le nettoyage, à l'aide bien sûr d'une compresse qui est imbibée, qui est humidifiée par les parents. Oui. Ensuite, à partir de 18 mois, on va essayer d'apprendre, de rester à côté de l'enfant, de lui apprendre le brossage, comment tenir la brosse à dents. Bien sûr, la brosse à dents doit être adaptée à l'enfant. Et petit à petit, il sera autonome pour préserver ses dents. C'est une bonne habitude qu'on installe dès le plus jeune âge. Même grand, il gardera. Voilà. Moi, si je pourrais rajouter quelques phrases, si vous permettez, madame. Bien sûr. Le brossage, c'est comme l'écriture.
on commence à écrire dès le premier âge. Oui. C'est comme ça. Donc on doit apprendre cette habitude. On doit commencer à se brosser les dents dès les premiers âges de la vie. Même si on le fait mal, ça n'a pas d'importance. Mais l'essentiel, on le fait. Ce qui nous intéresse dans cette affaire, nous, madame, le brossage, c'est l'action mécanique sur la dent. C'est vrai, elle vient de dire, madame Tiften, qu'au niveau des dents, surtout des dents lactéales, et les dents définitives, les premières années, c'est-à-dire à partir de 6-7 ans, la dent, ce qu'on appelle, est immature. D'accord. Elle n'est pas très, très solide. Et n'oubliez pas, les enfants mangent des bonbons, Oui. jouent. Oui. Alors j'aimerais bien voir un enfant qui ne mange pas de bonbons. Ça n'existe pas. Ça peut exister comme Mais c'est rare. C'est rare. Par Oui. contre, il mange des bonbons, mais il se brosse les dents, c'est l'idéal. Voilà. Et en se brossant les dents, il protège surtout les dents définitives. Parce qu'au fait, les dents lactéales ont une existence très courte. On y reviendra tout au long de l'émission sur l'importance des dents de lait, sur l'importance des dents définitives et du soin qu'il faut apporter à ces dents-là. Merci. Merci à vous. Et justement, docteur Boubs, l'orthodontie est souvent associée, est souvent perçue comme une spécialité axée sur l'esthétique, sur le fait d'avoir des dents alignées, alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui. Exactement. Donc, pour l'orthodontie, c'est une spécialité qui est axée sur l'esthétique. Et la plupart d'ailleurs de nos patients viennent nous voir pour un motif justement esthétique. Mais il faut savoir que c'est une spécialité qui ne traite pas que les malpositions dentaires, mais elle corrige aussi les malpositions dentaires, les malpositions des mâchoires et permet de normaliser les fonctions orofaciales telles que la mastication, la respiration ou encore l'élocution, ce qui impacte la santé générale du patient et sa qualité de vie. Très bien. Donc elle est tout aussi importante que les soins aussi chez le dentiste. Donc c'est tout aussi important. On va développer tout cela pendant toute l'émission. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage justement de notre journaliste Yanis Ait Belkacem. Il s'est déplacé au CHU de Bni Msous, au service pathologie et chirurgie buccale, pour nous montrer encore plus et nous expliquer encore plus ce que c'est que les pathologies buccales, de l'enfant à l'adulte, aux personnes plus âgées, les soins qui y sont apportés. Et on revient tout de suite après. Ici à Bni Msous, au service de pathologie et chirurgie buccale, les patients affluent, qu'ils soient nourrissons ou personnes âgées, tous arrivent avec une lettre d'orientation. À l'exemple de cette patiente de 72 ans, suivie pour une douleur persistante à la mâchoire, orientée ici pour un diagnostic plus poussé, car dans ce service, on ne soigne pas qu'une simple carie. À l'exemple de cette dame qu'on vient de voir, qui présente une pathologie cardiovasculaire, elle a vu son cardiologue, il lui a donné une lettre d'orientation pour venir à notre service, justement pour une remise en état de la cavité buccale. Ici, le patient il sera préparé, soit par exemple s'il nécessite une prémédication antibiotique ou sédative, comme chez les enfants, ou bien nous allons demander des examens complémentaires, des bilans sanguins, radiologiques. Voilà. Donc une fois en unité de chirurgie buccale, nous allons directement réaliser l'acte. Le patient, il aura son rendez-vous. L'un des outils phares du service, c'est aussi le laser utilisé en biostimulation. Il favorise la régénération osseuse, comme pour ce patient atteint d'un cancer sous traitement lourd. Dans le traitement, il y a plusieurs panoplies. On va utiliser donc le laser pour faire la biostimulation, pour aider la cicatrisation de la nécrose osseuse. D'accord. Ce qu'on fait en chirurgie, c'est pas que la biostimulation. On fait aussi des chirurgies, des extractions dents de sagesse, des exéraces des tumeurs, des exéraces des kystes, voire des énucléations et des tractions canines. On travaille toujours avec le service d'ODF, voire des traitements des récessions, voire des frénectomies, des exéraces des tumeurs bénignes de la muqueuse. La force du service, c'est aussi sa synergie qui garantit une médecine de précision au service du patient. Les différentes atteintes rhumatologiques qui sont généralement orientées par les services de rhumato ici à Bni Msous ou bien qui sont orientées aussi par les services d'orthopédie, rhumatologie de l'hôpital Ben Aknoun. Il y a aussi les diabétiques mal équilibrés. Donc l'enjeu de la prise en charge, c'est la prévention, ça rentre toujours dans la prévention du risque infectieux. La dissémination générale des bactéries et qui peuvent exposer le patient parfois à un risque vital qui est assez important.
Ce service de pathologie et de chirurgie bucco-dentaire de Bni Messous incarne un maillon essentiel du parcours de soins hospitaliers, souvent méconnu, mais vital pour des centaines de personnes. Exactement, et comme on l'a vu dans le reportage, il y a plusieurs pathologies aussi qui sont soignées aussi chez le médecin chirurgien dentiste, chez le dentiste. On a parlé de maladies cardiovasculaires, vous en avez aussi parlé au début de l'émission. Quel est le lien qui se fait entre la maladie cardiovasculaire et la carie, et la santé de la bouche? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision? Bien, merci. Vous savez, le cœur, c'est l'organisme, d'accord? Et au niveau de la cavité buccale, je disais tout à l'heure, il y a des bactéries qui existent à l'état normal, ne sont pas pathogènes. Le fameux biofilm, la flore, oui. Le microbiote. Mais quand vous avez un cœur qui est déjà malade, pour une raison ou pour une autre, vous avez facilement une greffe bactérienne sur ce cœur qui va déclencher tôt ou tard, malheureusement, une endocardite bactérienne d'Osler. Et dans le reportage, vous avez dit qu'il y a une instance qui vous a dit que pour prendre en charge ces patients, il faut une antibioprophylaxie pour protéger ce patient de cette greffe bactérienne. C'est ça le plus important. Très bien. Alors, on parle aussi de diabète. Alors, le diabète peut affecter aussi la santé bucco-dentaire, mais l'inverse est-il vrai, justement? Et pourquoi le contrôle du diabète peut-il être plus difficile en présence d'une bouche malsaine, docteur Aytikten? Alors, chez les patients diabétiques, il est très important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Pourquoi? Parce que, en fait, la présence de foyers infectieux dentaires peuvent maintenir le déséquilibre du diabète. Donc, si le patient est bien suivi côté alimentation, côté équilibre chez son endocrinologue, et à côté, il laisse une hygiène défectueuse, il va trouver qu'il va rester déséquilibré. Donc, pour cela, il est très important de réaliser les soins dentaires, d'effectuer des détartrages, sachant que la parodontite est l'une des manifestations du diabète. Donc il est très important de maintenir l'état parodontal et l'état dentaire sain chez les patients diabétiques. Très bien. Est-ce que justement la mauvaise hygiène bucco-dentaire crée des maladies ou plutôt aggrave une maladie déjà existante? Dans la plupart des cas, la mauvaise hygiène bucco-dentaire aggrave certaines maladies, comme le professeur Latafi l'a bien expliqué. C'est le cas de l'endocardite. Il y a une maladie grave et mortelle chez les patients prédisposés. Donc, en fait, c'est dû à le passage de ces bactéries. On sait que la cavité buccale est une niche de bactéries. Elle comporte plus de 500 espèces bactériennes différentes. Donc, en cas de rupture de cet équilibre qu'on appelle symbiose, donc en cas de rupture, il va y avoir une dysbiose et ça va aggraver l'inflammation gingivale et donc favoriser le passage de ces bactéries, c'est ce qu'on appelle bactériémie, au niveau de la circulation générale. Donc cette bactériémie, elle peut être spontanée, elle peut être due à un geste invasif chez le dentiste. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Donc c'est des patients qui seront programmés pour prévenir l'apparition de cette endocardite. Mais même d'une manière spontanée, donc au quotidien, il peut y avoir ce passage de bactéries dans la circulation générale et elles peuvent se greffer chez des personnes qui sont prédisposées et donner une endocardite infectieuse. Très bien. Alors, dans le parcours de soins, on l'a vu aussi dans le reportage, dans le parcours de soins de certaines maladies, par exemple pour les personnes atteintes de cancer, la santé bucco-dentaire devient une priorité. Alors la chimiothérapie ou la radiothérapie ont un impact direct justement sur la bouche, les dents, même si le cancer n'est pas placé justement dans la cavité bucco-dentelle, justement dans cette zone-là. Pourquoi et quelles sont justement les recommandations pour le soin de ces personnes? On a vu aussi avec le laser. Le laser, justement, tout à fait, oui. Si vous permettez, j'aimerais juste reprendre un peu la question concernant le diabétique. Oui. Vous savez, le diabétique, parfois, il se retrouve devant un cercle vicieux. Faut-il équilibrer pour prendre en charge le patient sur le plan dentaire ou faut-il faire la prise en charge bucco-dentaire pour avoir l'équilibre? Oui. Donc le patient est en ballottage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement rompre ce cercle vicieux. Prendre en charge sur le plan bucco-dentaire, quelle que soit la glycémie, et enlever ce qu'on appelle la remise en état de la cavité buccale. Et en faisant la remise en état de la cavité buccale, vous avez un résultat automatique. C'est quoi? C'est le règlement de la glycémie. La glycémie. Tout à fait. Et tout rentre dans l'ordre. Ça pour vous dire que nous devons intervenir chez le diabétique, quelle que soit la glycémie.
Ça, c'est très important. Maintenant, on revient à la prise en charge du patient cancéreux dans le service de pathologie chirurgie buccale et d'une manière générale en médecine dentaire. Il faut dire maintenant que la prise en charge du patient cancéreux est une prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est plus l'affaire de telle ou telle personne. C'est une affaire d'une équipe pluridisciplinaire. Et la prise en charge du patient cancéreux doit être globale. Et certains médicaments qu'on donne aux patients cancéreux ont une répercussion directe sur la cavité buccale. Nous, à titre préventif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre en charge ces patients avant l'instauration du traitement, que ce soit une chimiothérapie ou une radiothérapie cervico-faciale. On commence la prise en charge avant par la remise en état de la cavité buccale. Après, on rentre dans le cadre de pendant le traitement. C'est le suivi. Il y a des complications qui apparaissent pendant la chimiothérapie, à savoir des aftes, des ulcérations et tout ça. Nous devons assister le patient cancéreux à dépasser cette étape, parfois très douloureuse, handicapante. Et la troisième étape, c'est la prise en charge du patient après le traitement de la chimiothérapie. C'est un peu traiter les séquelles et les conséquences de la chimiothérapie. Très bien. Et justement, une dernière question aussi par rapport aux maladies et puis à leurs répercussions sur la cavité buccale. L'ostéoporose, justement, se caractérise par une diminution de la densité osseuse. Alors oui, elle a donc un impact sur les dents. Au fait, l'ostéoporose qui nous intéresse, nous, en tant que pathologistes et médecins dentistes, ce n'est pas l'ostéoporose, la maladie en elle-même, parce qu'elle est bien traitée par les confrères rhumatologues. Ce qui nous intéresse, c'est le traitement de l'ostéoporose et les conséquences du traitement sur la cavité buccale. C'est dans ce sens où nous conseillons à ces patientes, parce que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, avant de commencer le traitement de l'ostéoporose, de faire une visite, je dirais presque obligatoire, chez le médecin dentiste pour voir un peu l'état bucco-dentaire. Pourquoi? Parce que la conséquence due à un médicament, enfin due au traitement de l'ostéoporose, il y a une petite conséquence au niveau de la cavité buccale qui est néfaste. C'est la nécrose de l'os. Malheureusement, c'est très très rare, je le dis, je le répète, c'est très très rare concernant la rhumatologie, l'ostéoporose, mais dans le cadre, c'est la prévention primaire. Donc ça ne coûte rien à ces patients de consulter un médecin dentiste avant le début du traitement. Très bien. Alors, concernant maintenant le traitement orthodontique, alors il a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, pouvez-vous nous parler un peu des avancées qu'il y a eu sur ces traitements orthodontiques? Auparavant, c'était quand même assez lourd, c'était des appareils qui n'étaient pas vraiment esthétiques, qui étaient peut-être douloureux. Aujourd'hui, c'est même, on les voit pratiquement pas. On peut avoir un appareil et pour une personne, par exemple, qui travaille à la télé ou une personne qui a besoin de sourire devant beaucoup de personnes, qui a peut-être du mal à sourire avec des bagues. Aujourd'hui, il y a un traitement qui ne se voit plus. Exactement. En fait, pas des traitements invisibles, tout à fait invisibles, mais très peu visibles, on va dire. Donc, effectivement, avec les exigences esthétiques des patients grandissantes, donc aujourd'hui, on va apparaître de nouveaux appareils dentaires. Il existe des appareils très esthétiques. On a les bagues en céramique, qui ressemblent au fait aux bagues traditionnelles métalliques, mais elles sont en céramique, donc elles sont transparentes et du coup plus esthétiques. Nous avons également les aligneurs, qui sont des gouttières transparentes et qui permettent justement de corriger les malpositions dentaires et, bon, pas toutes, mais la plupart des anomalies dentaires. Et du coup, elles sont très esthétiques parce qu'elles ne sont pas visibles ou très peu visibles. Et elles sont aussi très confortables vu que le patient peut les enlever pour manger et ensuite les remettre. Donc tout ce qui est hygiène est beaucoup plus facile avec les aligneurs qu'avec des bagues. Et c'est des traitements quand même qui sont assez confortables. Très bien. Donc c'est plus simple aujourd'hui de porter un appareil dentaire, plus simple qu'avant, on va dire. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Plus confortable. C'est exactement ça. Alors on va parler de caries. Qu'est-ce qui peut causer une carie? On sait que les bonbons, on vous l'avait dit tout à l'heure, les enfants qui mangent des bonbons, qui ne se brossent pas les dents, on sait que les bonbons causent des caries, mais pas que les bonbons. Il n'y a pas que le sucre qui cause des caries, docteur Aït-Iften. Tout à fait. On sait que la carie, c'est la maladie la plus fréquente au monde. En fait, c'est un phénomène qui est multifactoriel.
il y a l'apport excessif en sucre, il y a la mauvaise hygiène bucco-dentaire et il y a aussi des prédispositions génétiques. Voilà, donc l'ensemble de ces facteurs peut causer les caries, bien sûr avec la présence de ces bactéries qui cohabitent avec, avec la cavité buccale. Alors, on voit un exemple justement en image. Alors ça, c'est la carie. C'est le syndrome du biberon. Voilà. Voilà. Donc, alors, le syndrome du biberon concerne l'enfant, le nourrisson ou l'enfant à un jeune âge. Ça concerne surtout les dents antérieures, comme vous voyez sur l'image. Donc, surtout, c'est les dents maxillaires qui sont atteintes parce qu'elles sont en contact direct avec avec la boisson sucrée ou avec le lait. Donc, c'est dû, en fait, c'est pas dû au biberon lui-même, mais c'est dû à la prise en permanence de cette boisson. Donc, on peut éviter ça. Par exemple, on doit contrôler la prise, on doit contrôler les moments de prise. Ne pas laisser un bébé dormir avec un biberon. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, bien changer, mettre de l'eau à la place des boissons sucrées. Voilà, exactement. Et une carie, est-ce qu'une carie est forcément douloureuse? Alors, la carie passe par plusieurs stades. Oui. Donc, le premier stade, justement, elle passe inaperçue. C'est le stade de déminéralisation de l'émail. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs tissus. Oui. Voilà, plusieurs tissus dentaires. Le premier tissu, et c'est le plus dur, c'est l'émail. Lorsqu'il y a déminéralisation de l'émail, on ne ressent rien, voilà. Mais on peut la détecter chez le dentiste. C'est pour ça que les visites périodiques, une fois par an, sont nécessaires pour détecter justement ces caries qui peuvent passer inaperçues chez la plupart des patients. Donc, une fois que la carie évolue, on sait que c'est un processus qui évolue sans régression. Oui. Voilà, si on n'intervient pas chez le dentiste, il ne va pas régresser. Oui. Voilà. Exactement, justement, parce qu'on est en train de voir, là, l'évolution est quand même extrême de cette carie-là. Oui, c'est une dent, c'est la dent de 6 ans, malheureusement. C'est la fameuse dent de 6 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, malheureusement. Cette dent, elle fait son apparition sur l'arcade à partir de 6 ans. Oui. Et à partir de 6 ans, vous connaissez très bien l'enfant, il aime... les bonbons. Il aime les bonbons d'une part, d'autre part, il se brosse difficilement les dents. La dent n'est pas suffisamment mature pour pouvoir résister aux facteurs dont Mme Tiftan a parlé. Donc, elle se carie très rapidement. Le problème qui se pose, parfois, les parents confondent. Ils pensent que c'est une dent de lait. Oui. Ils ne leur donnent pas de l'importance. Alors que cette dent, elle est définitive et elle est destinée à rester toute la vie. Donc, d'où l'importance de la prévention et de... Et même, justement, les dents de lait sont importantes et il faut quand même en prendre soin. On va y revenir. D'accord. Et quand on a une carie, et que la douleur s'annonce, justement, en général, on aime bien prendre un calmant. Mais il ne faut pas forcément prendre ce calmant-là, il ne faut pas forcément prendre des anti-inflammatoires parce qu'il y a plus de risques en prenant un anti-inflammatoire, de risques quand même assez importants. Tout à fait. Oui. Alors, si on passe, par exemple, comme le cas qu'on a vu, si on passe par plusieurs stades, donc le stade symptomatique qui est la dentinite, là, les douleurs sont provoquées généralement au changement thermique et au sucre. Ensuite, la carie va progresser, elle va atteindre la pulpe. Et là, on va parler de rage dentaire qui est très douloureuse. Donc, le patient, il est obligé de prendre n'importe quel traitement. Du paracétamol. Du paracétamol, des anti-inflammatoires, des antibiotiques. Il y a maintenant beaucoup de médicaments qui sont en vente libre. Donc, il part chez le pharmacien, il lui dit j'ai des douleurs. C'est cette fameuse automédication. Automédication, oui, qui n'est pas forcément bonne. Avec ses conséquences néfastes. Oui. On va le voir en image, justement, les conséquences de l'automédication avec un abcès. Qu'est-ce qu'il y a justement, qu'est-ce qui peut provoquer un abcès? C'est la prise, justement, de ces médicaments? L'aggravation. Oui. Donc, les anti-inflammatoires peuvent aggraver un abcès. Donc, l'abcès, l'origine, c'est la carie. C'est l'évolution de cette carie qui n'a pas été traitée. Elle va passer par plusieurs stades. Alors, après... Alors, on reviendra sur l'image après, on continue quand même d'expliquer l'abcès, le fait d'avoir la joue bien gonflée. Tout à fait. Donc, après la rage dentaire, si le patient prend juste des calmants, il ne voit pas le dentiste, ça va encore évoluer et dépasser la racine des dents. Il y aura une réaction périapicale qui va donner une cellulite. D'accord. Donc, cette joue bien gonflée, même si on a un abcès, ça peut être grave d'avoir un abcès. Ça peut être... oui ou... Tout à fait. L'abcès dentaire peut engager le pronostic vital du patient. Voilà, s'il passe
par plusieurs stades et on va parler de cellulite diffuse. Si par exemple, lorsqu'il s'agit de la dent de 6 ans, la carie, l'abcès dentaire en rapport avec cette dent peut gagner les voies aérodigestives supérieures et les obstruer et le patient, dans ce cas-là, doit être hospitalisé pour un drainage large. D'accord. J'aimerais juste ramener une précision, si vous permettez, concernant professeur. l'utilisation des anti-inflammatoires, surtout dans le processus infectieux. Dans les anti-inflammatoires, sans la présence d'antibiotiques, c'est pas bon. C'est ça le problème. Par contre, si on donne des antibiotiques avec un anti-inflammatoire à dose antalgique, on va jouer sur la dose de l'anti-inflammatoire, ça c'est bon. Donc il ne faut pas tout le temps qu'on incrimine. Parce qu'il y a cette notion d'incrimination, on dit très souvent que l'anti-inflammatoire est responsable. Non, pas du tout. C'est la façon de donner l'anti-inflammatoire et de le prescrire. Seul, c'est pas bon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut éviter l'automédication. Tout à fait. Tout simplement, c'est le dentiste qui sait quoi prescrire à son patient. Voilà. Et justement, docteur Boubzoul, quand il y a une carie dentaire et puis qu'il y a un appareil qui est posé, quelle est la solution à ce moment-là? Est-ce qu'on continue le traitement orthodontique ou est-ce qu'on justement on traite la carie? Comment que ça se passe? Non, il faut donner la priorité au traitement de la carie. En fait, on peut déposer l'appareil temporairement, le temps que notre patient fasse son soin et qu'il soit soulagé si jamais il a des douleurs. Ensuite, à ce moment-là, on pourra remettre notre appareil et poursuivre le traitement le plus normalement du monde. Très bien. Alors, les dents de lait sont souvent perçues comme temporaires. Oui, voilà, comme on le disait. Alors, elles jouent quand même un rôle important, que ce soit en orthodontie ou même pour la santé. Donc, on va commencer d'abord par l'orthodontie. Quel est le rôle de ces dents de lait pour la santé et pour l'alignement des dents et pour l'enfant? Oui. Alors, au fait, il faut savoir que les dents de lait sont là pour assurer, bien sûr, la fonction masticatoire et ainsi de suite, mais aussi pour maintenir l'espace pour les dents définitives. D'accord. Donc, en cas de perte prématurée d'une dent de lait, on va avoir les dents justement bougent et d'ailleurs heureusement qu'elles bougent parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire nos traitements et du coup elles vont se mésialer et fermer l'espace extractionnel et du coup vont gêner l'éruption des dents successionnelles et définitives. Donc, en quelque sorte c'est un guide. Exactement, ça guide l'éruption des dents définitives et ça leur maintient l'espace. C'est l'un des rôles de la dent de lait. C'est un guide. Elle va guider la dent définitive à être sur le terrain. C'est pour ça qu'il ne faut pas les arracher quand elles commencent à bouger. Il faut les laisser tomber toutes seules. C'est laisser la nature faire son travail. Exactement. Tout simplement. Et la santé de la dent de lait est importante aussi, que ce soit pour la santé globale de l'enfant ou pour les dents justement à venir. N'est-ce pas, docteur Aitiftan? Tout à fait. Donc, je suis d'accord avec... ma consoeur. Docteur Boubzoul, oui. Alors, il faut maintenir, bien sûr, en bonne santé les dents de lait. En fait, elles préservent l'espace pour l'éruption sur l'arcade, l'éruption normale sur l'arcade des dents définitives. Alors, il y a une particularité des molaires lactéales, c'est qu'elles présentent des racines divergentes. Alors, entre les racines, il y a le germe. Il y a le germe de la dent définitive. Donc, toute affection qui touche les dents de lait, que ce soit une infection ou bien un traumatisme surtout, vous allez voir la suivante, peut affecter le germe définitif. C'est pour ça, si on préserve les dents de lait, on va indirectement aussi préserver la dent définitive. Très bien. Et quand on enlève une dent de lait... Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. Donc, en cas de perte prématurée de dents de lait, il faudra maintenir l'espace par des petits appareillages appelés mainteneurs d'espace. Comme ça, la dent, on gardera l'espace de la future dent. Exactement, pour la dent successionnelle. Tout à fait. Oui. Et à quel âge faut-il consulter un orthodontiste? Pour la première consultation? Première consultation, bon, si je peux dire, bon, déjà, dès que la denture ou la dentition lactéale déjà est en place, on peut déjà consulter un orthodontiste. Parce que pour les anomalies très sévères, elles peuvent apparaître déjà à cet âge-là. D'accord. Après, en général, on consulte pour un premier bilan, on va dire, orthodontique. Ça tourne autour de 7 ans, au moment où l'enfant commence à changer ses dents, les dents antérieures. Donc à ce moment-là, déjà, on commence à voir les anomalies qui commencent à apparaître ou certaines anomalies très sévères qui s'aggravent déjà à 7 ans. Donc idéalement, il faut emmener son enfant pour faire une consultation orthodontique vers cet âge-là. Oui, professeur, vous voulez intervenir? Toujours dans cet ordre d'idée, j'aimerais parler de quelque chose de très important. On connaît très bien le médecin de famille. Oui.
Maintenant, il faut penser au dentiste de la famille. C'est ça le plus important. Parce que le dentiste de famille, il va jouer le rôle aussi bien en orthopédie dentofaciale, en pathologie, en odontologie conservatrice, et en parodontologie et bien d'autres spécialités. Et en prothèse, pourquoi pas. Donc le dentiste de famille va suivre l'enfant, voire même va suivre la femme enceinte. Oui. C'est important pour une femme enceinte de consulter. Tout à fait. La femme enceinte, du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, il va suivre le médecin, le dentiste de famille va suivre le bébé, l'enfant, le nourrissant jusqu'à l'âge adulte. Il faut instaurer cette idée maintenant. Comme ça, les enfants sont orientés automatiquement et puis... Et à titre précoce. Voilà. C'est ça la précocité du diagnostic. Très bien. Oui. On peut, je voudrais juste rajouter un petit détail, c'est-à-dire quand il a parlé de femmes enceintes, parce que la prise déjà de médicaments au cours de la grossesse peut affecter les dents au fait du bébé. D'accord. Très bien. Donc, même à ce moment-là, il faudra avoir l'avis du médecin. Et oui, Elle oui, pense professeur. à certains antibiotiques qui sont rarement prescrits, voire même interdits. C'est des tétracyclines chez la femme enceinte. Mais on voit toujours tôt ou tard, ça donne des dyschromies, des colorations dentaires sur les dents définitives. D'accord. Sur les dents définitives ou sur les dents de lait? Beaucoup plus sur les dents définitives. D'accord. Ce qu'on appelle, il y avait un moment, on appelait ça la génération tétracycline. Ok. Parce que c'est des dents grises. D'accord, ok, bah, très bien, c'est bon à savoir. Donc la première consultation, on peut, et justement, puisque la première consultation se fait déjà dès l'apparition des dents de lait, et puis plus tard vers les coups de 16 ans, 7 ans plutôt, pardon, 7 ans plutôt, est-ce qu'on peut déjà instaurer un soin orthodontique à cet âge-là? Oui. À 7 ans? Oui. Oui, bien sûr, surtout pour les anomalies basales, c'est-à-dire pour tout ce qui est problème des mâchoires. Effectivement, les traitements doivent être entrepris à un âge précoce, justement parce qu'on a les phénomènes de croissance qui vont faire, par exemple, en cas de décalage des mâchoires, comment on peut le rattraper? C'est grâce au phénomène de croissance qui, comme on le sait tous, un enfant, il a plus de potentiel de croissance qu'un adolescent et encore plus qu'un adulte. Oui. Voilà. Donc, on parlait aussi tout à l'heure du traumatisme chez l'enfant. Souvent, il joue, il se chamaille et puis un accident est vite arrivé. On peut se casser une dent et même plus. On a vu déjà un petit aperçu l'image de tout à l'heure. Donc, c'est assez fréquent chez un enfant. Et revenir sur justement cette prise en charge de la dent qui est cassée ou même qui est tombée, qu'on peut récupérer. N'est-ce pas ce que vous nous disiez tout à l'heure en off, on va dire? Alors, le traumatisme alvéolo-dentaire concerne plusieurs tissus. Donc, il peut concerner déjà l'enfant dès l'apprentissage de la marche et aussi Voilà, comme vous voyez sur la photo, c'est un enfant denture mixte qui présente un traumatisme alvéolo-dentaire. On voit l'expulsion de la dent maxillaire antérieure et aussi un œdème important de la lèvre avec un saignement. Donc, lorsque le patient perd sa dent, donc j'appelle les parents à la récupérer. Il faut la ramener, la mettre dans une solution, soit du lait, soit dans du sérum, ou bien dans la salive du patient. D'accord. Voilà, donc c'est un milieu particulier pour conserver cette dent et courir chez le dentiste, l'idéal dans l'heure qui suit le traumatisme. Alors, pas rester le lendemain. On fait quoi avec cette dent au final? On la remet? Alors, on la réimplante, tout à fait. On la réimplante. Je parle des dents définitives. On ne réimplante pas les dents de lait, mais on peut réimplanter les dents définitives, ensuite réaliser un dispositif de contention et l'enfant peut récupérer sa dent. Très bien. Donc, une dent perdue, on va dire, si un enfant tombe, donc on fait bien passer le message, donc si l'enfant tombe, là on voit une autre image, on va y revenir, donc on peut récupérer sa dent, la mettre dans du lait, du sérum ou la salive de l'enfant pour la réimplanter dans l'heure qui suit. Très bien. On a vu aussi une image à l'instant où on a vu une fracture, justement. Oui, professeur, vous voulez intervenir? Non, moi je voulais intervenir concernant la dent expulsée, parce que c'est très important ce que vous avez dit. Il faut la mettre tout simplement, si on n'a pas de lait, de sérum, la mettre sous la langue du patient et la garder imbibée. Il faut qu'elle soit humide. D'accord, il ne faut pas qu'elle sèche. Voilà, pour garder ces fameux... Parce que la dent, elle est implantée dans l'os grâce à des ligaments, c'est des cordes. Il ne faut pas que ces cordes sèchent. C'est ça la clé de la réussite. Très bien. Et commenter justement aussi cette image, c'est un choc aussi. Ça, oui, malheureusement. Écoutez, les enfants, ils jouent. Oui. Moi, j'aimerais bien voir un enfant qui ne joue pas. Parce qu'un enfant qui ne joue pas, on dit qu'il est malade, il ne faut pas voilà, ça. Exactement. Ou qu'il est malheureux. malheureux. Un enfant qui ne prend pas des bonbons, il a un problème quelque part. Il doit prendre des bonbons. C'est comme ça, c'est la vie. Il doit profiter de ça, de son enfance.
de sa Exactement. jeunesse. Exactement. Mais dans les règles de l'art. Maintenant, elle vient de vous montrer, Dr Etiften, un cas clinique sur la radio où vous avez là, vous avez des fractures au niveau du maxillaire inférieur et surtout des fractures au niveau des condyles mandibulaires, à ce niveau-là. D'accord. Le problème qui se pose chez l'enfant, le traitement de cette fracture, quand il est bien fait, ça évolue sans problème et sans séquelles. Très bien. Par contre, si le traitement est, si on n'arrive pas à faire le diagnostic, s'il est mal fait, négligé ou non traité, c'est ça les conséquences de cette fracture, surtout au niveau du conduit. Ça va entraîner deux choses. C'est la fameuse dysmorphose maxillofaciale. Donc, il y a tout simplement une transformation de la croissance au niveau du visage. Et bien sûr, et le deuxième problème, c'est l'ankylose temporomandibulaire, c'est-à-dire le patient, progressivement, n'arrive plus à ouvrir la bouche. Et cette limitation d'ouverture buccale, elle n'est pas provisoire, mais malheureusement, elle est définitive. Est-ce qu'on peut intervenir plus tard ou c'est difficile? Si on intervient plus tard, c'est dans un cadre beaucoup plus complexe et compliqué. C'est ce qu'on appelle la prise en charge d'une ankylose temporomandibulaire au bloc opératoire par la chirurgie maxillofaciale. Et c'est plutôt une chirurgie assez lourde à ce moment-là qu'on aurait pu éviter. Avec toutes ses conséquences. Très bien. Voilà. Alors, on va passer au brossage des dents parce qu'il est important pour éviter les caries, éviter le tartre, éviter beaucoup de choses. Il faut bien se brosser les dents, mais pour se brosser les dents, il faut savoir déjà le faire et quand le faire et comment le faire. Donc, on se brosse les dents combien de fois par jour? 2 fois par jour, pendant 2 minutes. Il faut choisir la bonne brosse à dents, changer la brosse à dents dès que les picots se recourbent, chaque 3 mois. Et il faut choisir aussi une brosse à dents souple si on a des gencives sensibles ou qui saignent, et une brosse à dents normale, médium, pour un parodonte normal. Très bien. Électrique ou pas? De préférence, éviter la brosse à dents électrique. En fait, elle est utilisée chez les personnes à mobilité réduite. D'accord. Voilà, donc on préfère utiliser la brosse à dents normale pour maîtriser nos gestes. Donc on brosse les dents de la gencive vers et non pas comme ça, comme on le voit dans la publicité. Très bien. Le bain de bouche est-il important, indispensable? Il ne remplace pas le brossage, bien sûr. Non, le brossage, c'est autre chose, oui. Madame. Elle vient de dire, Dr Etiften, on favorise le brossage manuel. Tout ce qui est électrique, on le laisse de côté. Il n'y a pas mieux que le manuel. Exactement. Et on privilège dans ce sens l'action mécanique. Maintenant, avec quoi? Du dentifrice. C'est clair, c'est évident. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le bain de bouche, on l'utilise? Le bain de bouche est une solution antiseptique. Le bain de bouche a ses indications. Si vous utilisez, madame, le bain de bouche, vous allez détruire cette flore bactérienne qui est saprophite, qui vit à l'état normal. L'utilisation d'un antiseptique, ça va tout détruire. Donc les indications d'un bain de bouche, c'est bien limité, c'est bien précis. Très bien. Donc dans quel cas justement le bain de bouche est-il prescrit? Et il est prescrit par le médecin? C'est clair. Automatiquement. C'est clair. Mais dans quel cas? Dans quel cas? Quand il y a une indication thérapeutique, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ok, c'est le médecin qui sait. Voilà, s'il y a une gingivite, s'il y a une inflammation, s'il y a une plaie, s'il y a, là, on dit au patient d'utiliser une solution antiseptique, mais pendant une durée bien précise. Un bain de bouche, bien sûr, qu'on achète chez le pharmacien et non pas les bains de bouche commercialisés dans les grandes surfaces. C'est clair. Exactement. C'est clair. Alors, est-ce que dans l'orthodontie, est-ce qu'on pratique toujours l'extraction des dents de sagesse pour réaligner les dents? Oui, c'était une pratique souvent appliquée, n'est-ce pas, docteur? Exactement. Oui. Même au jour d'aujourd'hui, on continue à extraire les dents de sagesse quand l'indication est bien posée. Donc, en fait, on a besoin d'espace. Quand on a des malpositions dentaires, on a besoin d'espace. Et cet espace, on va le chercher soit par l'extraction de prémolaires ou alors par l'extraction des dents de sagesse. On peut également... Mais avant, ça se faisait limite automatiquement. Il n'y a pas de place, on essaye... Les dents de sagesse, souvent, elles étaient... Incriminées, oui. Surtout pour les récidives de traitement orthodontique ou alors pour les chevauchements qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle une DDM tertiaire. Donc, au fait, non, mais il ne faut pas extraire toutes les dents de sagesse, d'accord? Mais quand l'indication est bien posée, oui, on extrait aujourd'hui des dents de sagesse. Très bien. Alors, avoir un appareil orthodontique implique-t-il un régime alimentaire spécial? Est-ce qu'il faut éviter certains aliments, une hygiène de vie spéciale quand on a un appareil avec des bagues ou...
Vous avez parlé des aligneurs qui étaient plus simples, donc on les enlevait, on pouvait manger, se laver et puis les remettre. Mais quand il s'agit de bagues, là, peut-être qu'il faut avoir une hygiène de vie assez spéciale. En fait, que ce soit des bagues ou des aligneurs, oui. il faut avoir une hygiène rigoureuse. Irréprochable. D'accord. Parce que si on se brosse mal, on aura une inflammation de la gencive et ce qui va retarder le traitement. D'accord. Donc, que ce soit avec des bagues ou avec des aligneurs, il faut bien se brosser les dents. Peut-être un peu plus avec les bagues, parce que justement, l'appareil facilite justement la rétention des débris alimentaires qu'il faudra éliminer. Donc, si on ne se brosse pas 2 fois par jour, on va se brosser avec un appareil à chaque fois qu'on mange. Voilà. Et éviter bien sûr tout ce qui colle aux dents, les caramels, alors, ce genre de choses. nougat. Pour l'hygiène, justement, pour tout ce qui est, il faut éviter tous les aliments durs qui collent, parce que justement, ça va détériorer l'appareil dentaire. Et ça va aussi, qui dit détérioration de l'appareil, dit retardement du traitement aussi. Donc, il faut avoir une hygiène rigoureuse et de bonnes habitudes alimentaires durant le traitement. Ensuite, le patient pourra manger tout ce qu'il voudra. Alors, ce qui est à la mode, c'est le blanchiment dentaire. C'est une pratique qui est devenue courante, que ce soit pas forcément chez le dentiste, même chez les esthéticiennes, malheureusement. Et puis même à la maison avec des kits qui se vendent, sur les grandes surfaces et tout ça, ou chez des dans magasins de cosmétiques, justement. Le blanchiment dentaire, est-ce que c'est bon ou mauvais pour les dents et pour la santé bucco-dentale? Madame, c'est bon quand il est bien indiqué. Quand il est fait par un professionnel de santé, avec ses avantages et ses inconvénients. Il est mauvais quand il est fait par n'importe qui et n'importe où. N'importe qui et n'importe où. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Voilà. Donc, il vaut mieux l'éviter, sauf si le dentiste le préconise et c'est lui qui le fait. Donc, il sait ce qu'il fait, le dentiste. Il choisit le produit utilisé, quand est-ce, comment et pourquoi. Par contre, si on le fait ailleurs, chacun assume. Très bien. Et on ne le fait pas non plus à la maison, oui. Tout à fait. S'il est mal fait, ça peut avoir des conséquences sur la fragilisation des dents, la mortification des dents parfois. Très bien. Parce que ça donne parfois des nécroses. Tout à fait. Quand il est mal fait, on oublie souvent ça. D'accord. D'accord. Et puis on le fait pour une pratique mercantile, tout simplement. Il faut le reconnaître. Bon, c'est vrai que la vie a changé, on a envie d'avoir des dents blanches et tout ça, peut-être. D'accord. Mais il faut savoir comment on le fait. Et justement, la vie a changé. On veut avoir ce sourire de dents blanches. Voilà. Il y a aussi la pratique de facettes, la pose de facettes, et qui est à la mode. Et est-ce qu'on peut poser des facettes comme on veut? Parce qu'on l'a vu chez un influenceur ou chez une personne, et puis on se dit oui, mais pourquoi pas moi? J'aimerais bien avoir ce sourire de star, ce que j'appelle moi sourire lavabo plutôt que sourire de star. Quand c'est trop blanc, c'est pas naturel. Je pense qu'il faut rester naturel. Oui. Maintenant, c'est l'effet des médias, c'est l'effet des réseaux sociaux, voilà. Tout à fait, des acteurs, des actrices, et aussi c'est à la mode. Et malheureusement, parfois, on mutile les dents. C'est à la demande des patients. C'est le patient qui le veut. On mutile les dents, c'est-à-dire on va tailler les dents pour coller ces facettes qui vont peut-être pas durer longtemps. Justement, c'est pas un soin définitif non plus. Ça, on ne va pas les garder toute une vie, ces facettes-là. Il faut forcément les changer à un certain moment, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça, madame. Oui. Parce que quand on met les facettes, parfois on mutile la dent. Oui. Et cette mutilation, elle est irréversible. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas retourner à l'état initial. Donc ça va aggraver les soins. Donc la prochaine fois qu'il va falloir changer ces facettes, on pourra aller peut-être vers un recouvrement Probablement. Voilà. Et à ce moment-là, ce sera encore plus lourd. Plus compliqué, plus lourd. Et l'hygiène qu'il faut avoir par rapport à ça, il doit être encore plus rigoureuse. Ça fait la maintenance. Si on ne respecte pas ça, ces facettes vont tomber, il y aura des récessions, des problèmes au niveau du parodonte, des mortifications, etc. Très bien. Alors je voulais... Réalisation. Même leur réalisation, elle doit être faite dans les règles de l'art. Oui. Très bien. Je voulais revenir sur une question que je voulais vous poser justement par rapport à l'alignement des dents. On sait que la tétine ou le biberon ou le fait de sucer son pouce, ça déforme justement l'alignement, mais on sait moins concernant la nourriture, notre mode alimentaire actuel, justement, on mange mou, et puis la pollution aussi qui fait que l'alignement des dents, le palais peut être étroit. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Exactement. Rapidement. Justement,
auparavant mangeaient plus d'alimentation dure, d'accord, par rapport à aujourd'hui. Et cette mastication d'aliments durs, au fait, elle stimulait la croissance des mâchoires. Et qui dit croissance des mâchoires, dit bon alignement dentaire. Mais avec les aliments mous, la mastication ne va pas exercer son rôle morphogénétique, d'accord? Donc on aura des mâchoires plutôt étroites qui ne vont pas accueillir au fait toutes les dents, parce que la taille des dents ne change pas. Oui. D'accord. Donc justement, c'est ce problème-là concerne l'alimentation dure. Donc, l'alimentation, molle, purée, soupe, les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas trop. Elle ne stimule pas la croissance des mâchoires et du coup, on aura des problèmes d'alignement, voire des décalages des mâchoires. Très bien. Merci, docteur. Alors, professeur, je voulais revenir justement à la journée que vous avez organisée ce jeudi dernier concernant le cancer de la cavité buccale. C'était une journée pour les professionnels justement de santé. Alors, quand on parle quand on parle de cancer justement de la bouche, c'est assez général, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Quelles sont les parties qui sont touchées? C'est quoi exactement le cancer de la cavité buccale? Et puis revenir sur la journée du jeudi. Tout à fait. Merci madame pour cette question. Je dirais qu'au début, vous savez qu'actuellement, malheureusement, le cancer constitue un fléau national. Et nous avons 50 000 jusqu'à 60 000 nouveaux cas, je dis bien nouveaux cas de cancer par an. Et parmi ces nouveaux cancers, nous avons à peu près 1 à 3% de ces cancers qui siègent au niveau de la cavité buccale. Et la principale localisation, c'est la langue. La langue et ses complications. Donc le rôle du médecin dentiste généraliste, il a un rôle très important dans le dépistage. C'est ça, nous avons axé notre travail au cours de cette journée qui portait le thème cancer et cavité buccale. Le rôle du médecin dentiste dans le dépistage, et si on fait le dépistage précoce, nous avons le maximum de chances de guérison. En même temps, nous avons axé notre travail sur l'intérêt et l'importance d'une équipe pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait, dans la prise en charge du patient cancéreux, pas uniquement l'oncologue, pas uniquement le chirurgien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une étape clé de la chirurgie carcinologique ou du traitement du cancer. Donc pas le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute, le psychologue, et maintenant le médecin dentiste doit être présent dans cette équipe pluridisciplinaire. C'était ça le plus important. Alors, existe-t-il justement des liens entre une infection dentaire ou une mauvaise hygiène bucco-dentaire et l'apparition d'un cancer dans la cavité buccale? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Non, il n'y a pas de lien. Non, pas du tout, pas du tout. Par contre, il y a des facteurs favorisants, d'accord? Et le rôle du médecin dentiste, c'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Une prothèse, un crochet d'une prothèse dentaire, un bord tranchant d'une dent qui va ulcérer, qui va provoquer des microtraumatismes au niveau de la langue, au niveau de la face interne de la joue. En absence de traitement étiologique, ce microtraumatisme répété, associé à d'autres facteurs, peut évoluer vers une lésion précancéreuse. D'accord, très bien. Alors justement, au début, comment se manifeste un cancer de la bouche? Quels sont les signes qui devraient alerter? Bien. Alors, je dirais juste un signe, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'ulcération. Une plaie au niveau de la bouche. Qui ne guérit pas. Qui ne guérit pas après avoir enlevé la cause. Doit être un signe d'alarme. D'accord. Doit être un motif de consultation chez le spécialiste. D'accord. Et c'est le spécialiste qui va poser le diagnostic, oui. Déjà, si on arrive à faire ça par le médecin généraliste, c'est déjà la moitié du parcours, la moitié du chemin. Donc il va faire la moitié. Ce qui reste, c'est l'autre moitié. C'est quoi? C'est en faisant le diagnostic par une biopsie ou une exérèse, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique, donc une prise en charge spécialisée. D'accord. Et quels sont justement les principaux traitements pour le cancer de la bouche? Et les choix du traitement dépendent bien sûr forcément du type du cancer et du stade du cancer. Voilà, ça va répondre à la question pratiquement. Donc je dirais que le choix dépend de plusieurs critères. Oui. Et c'est une équipe pluridisciplinaire, y compris le chirurgien d'abord. Donc c'est à lui de voir selon l'étendue de la lésion cancéreuse. Très bien. Voilà. Donc la place du médecin dentiste est importante dans le médecin dentiste de famille. Déjà, je voulais revenir sur ce point-là, est importante justement. C'est pour ça, merci d'insister sur ce point-là. Le médecin dentiste de famille doit faire partie intégrante de la famille, comme le médecin de famille. Oui. C'est à lui de suivre
pratiquement tous les membres de la famille. Au niveau des dispensaires, au niveau des cabinets du secteur libéral, l'essentiel, c'est à lui de faire le travail. Après, s'il voit une anomalie quelque part, que ce soit orthodontique, parodontale, prothétique, endo, dans les 5 spécialités de la médecine dentaire, il envoie le malade pour avis et une prise en charge spécialisée. Très bien. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Professeur Latafé Rachid, vous êtes chef de service pathologie et chirurgie buccale au CHU de Mimsous. Merci pour votre participation. C'est moi, madame. Docteur Aït Iften Louisa, vous êtes maître assistante en pathologie et chirurgie buccale au CHU de Mimsous. Merci aussi pour votre participation. Avec plaisir. Et docteur Boubzoul Amel, vous êtes médecin dentiste, spécialiste en orthopédie dentofaciale et orthodontiste. Merci aussi pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et puis au revoir.